La réforme territoriale présentée par le président de la République se voulait historique. Faute de dialogue ou d'un travail de fond sur les compétences et les frontières régionales, ce projet, réalisé dans la plus grande précipitation, suscite les oppositions et les déceptions. Le dernier cas en date se situe en Languedoc-Roussillon, où les conseillers régionaux ont voté à la quasi-unanimité une motion contre le projet de fusion de leur collectivité territoriale avec la région Midi-Pyrénées. Autre effet inattendu de cette réforme, le réveil des revendications indépendantistes partout en France et notamment en Bretagne. Dans cette région de l'Ouest, au particularisme bien affirmé, Louis Mélènec, historien, exige que l'intégrité du territoire breton soit rétablie. Nous l'avons invité à défendre son point de vue et ses arguments. Nous avons évoqué sur cette antenne les bonnets rouges, nous avons évoqué cette Bretagne qui revient au cœur des préoccupations, qui revient au cœur de l'actualité. Et pour parler d'elle, j'ai invité Louis Mélènec. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bide. Vous êtes ancien enseignant des facultés de médecine et de droit, oui. Voilà, vous êtes aussi historien et vous êtes l'auteur d'une petite histoire abrégée de la Bretagne, mais c'est peut-être le sous-titre qui est le plus important, une charte pour une Bretagne souveraine, car vous êtes le chantre de la Bretagne souveraine, c'est-à-dire de la Bretagne indépendante. Et pourquoi ce combat ? D'abord, je ne suis pas de le chantre, nous sommes quelques chantres en Bretagne. Il y en a un certain nombre qui réclament désormais le retour de la Bretagne à la souveraineté. Alors pourquoi ce combat? Parce que dans l'enfance, j'ai été élevé selon la religion française. L'école de Jules Ferry nous apprenait l'histoire de France. Je n'ai pas eu l'accès à l'histoire de Bretagne, pas plus que les autres Bretons. Et nous avons été également élevés dans le respect sacré des valeurs françaises, sans avoir idée que nous avons été un pays important autrefois. Or, un jour, j'avais pratiquement atteint l'âge de 30 ans, j'ai reçu au courrier un gros ouvrage écrit par l'un de mes amis, qui est magistrat éminent, Yann Bréquillien, qui s'intitulait « Histoire de la Bretagne ». Je ne savais pas que la Bretagne avait existé. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Aussi, je me suis mis à la lecture de ce livre par courtoisie, exclusivement. Et là, j'ai été stupéfait. J'ai pensé que mon ami Yann Bréquillien était devenu fou et que sur le tard, il se racontait une belle histoire pour se faire plaisir. Eh bien non, tout cela était vrai et ça a déclenché chez moi une prise de conscience tardive de mon identité. Il y a de ça maintenant 40 ans, et voilà 40 ans que je réfléchis au sujet. Et c'est 40 ans que vous réfléchissez à l'idée de rendre la Bretagne indépendante de la France, alors que le personnage historique de la Bretagne, c'est Anne de Bretagne, qui, elle, n'a eu de cesse de vouloir rattacher la Bretagne à la France. Oui, mais vous avez beaucoup d'amis bretons, et vous savez combien est puissant leur sentiment d'identité, et je dois vous dire, vous le savez d'ailleurs, il est infiniment plus puissant que le sentiment d'identité des Français. Cela coule littéralement dans nos veines. Faites une petite expérience, interrogez vos amis bretons, et vous allez voir que ça va sortir immédiatement, même s'ils sont discrets là-dessus. Anne de Bretagne, elle se marie à deux rois de France pour rattacher la Bretagne à la France, et elle va vivre et d'ailleurs mourir en dehors de la Bretagne géographique. Alors, son premier mariage n'a pas été avec un roi de France, vous l'ignorez. Elle a été mariée au roi de Rome, qui est Maximilien, qui est devenu l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce fut son premier mari. Le deuxième mari, qui est Charles VIII, a été contraint, car la Bretagne a été envahie 3 fois par les armées françaises, et la seule façon pour les Bretons de sauver leur pays a été de faire en sorte que ce mariage se produise. C'était la seule manière pour nous de garder le peu qu'on voulait bien nous rester. Et le troisième mariage, c'est avec Louis XII, en 1499, 8 mois après la mort de Charles VIII. Ce mariage a été voulu par Anne de Bretagne, qui a mené elle-même les négociations pour récupérer l'indépendance de la Bretagne. Donc, vous voyez, je fais déjà une première correction. Est-ce qu'il y a une civilisation? Vous parlez de civilisation bretonne, bien sûr, d'identité bretonne. Bien sûr. Mais vous n'avez pas, géographiquement, elle va de où à où? Elle comprend les 5 départements que vous connaissez. Ça s'arrête un peu à l'est de Rennes, un peu au sud de Nantes. Oui, il y a une civilisation bretonne. Il y a d'abord une histoire qui est magnifique. Je la connais maintenant que je la pratique depuis plus de 40 ans. Nous avons une langue, nous avons une psychologie qui est particulière. Vous avez remarqué que vos amis bretons ne ressemblent pas tout à fait à vos amis français. Nous avons un sentiment d'identité qui est extrêmement fort. Nous avons une littérature, nous avons une poésie et bien d'autres choses encore. Nous avons des paysages magnifiques, des monuments magnifiques. Nous avons un littoral magnifique. On dit que la Bretagne est l'un des plus beaux pays d'Europe et je crois que c'est vrai.
Oui, mais pourquoi une partition? Tout le monde est d'accord là-dessus, mais pourquoi une partition? D'autant plus que la Bretagne a retrouvé sa langue, elle a ses écoles d'apprentissage de la langue bretonne, les écoles Al-Diwan. Partout maintenant en Bretagne, les noms de villes sont dédoublés avec un nom en breton. Avant, on allait à Guérande, maintenant on va à Gwenran, on allait à Pouliguen, on va à la Poulguen. Partout, les fest-noz se mettent en place. Il y a les pardons bretons, les messes en breton, les groupes bretons, on chante breton, Nolwenn Leroy chante en breton. Oui, ce Qu'est-ce sont qu'il y a besoin de autant plus? de symptômes qui montrent que la Bretagne évolue et qu'elle est en train de récupérer sa vraie nature et son âme. Disons un mot, si vous C'est voulez. qu'elle est bien dans la France, que la France est Ah, bien pas du avec tout. elle. Alors, je puis vous dire qu'elle n'est pas bien du tout dans la France. Interrogez vos amis bretons, comme ils sont polis, ne vous voulant pas vous faire de peine, mais ils ne sont pas bien du tout dans la France. Ils ont envie d'être chez eux, réellement, maintenant qu'ils ont connaissance, notamment à travers mon livre, de leur histoire et des malheurs qu'ils ont vécus sous la France depuis les invasions de la fin du XVe siècle. Ils veulent vraiment redevenir eux-mêmes, comme l'Écosse, comme la Catalogne, comme la Slovénie, comme la Macédoine, et comme tant d'autres pays. Voilà, nous voulons absolument récupérer notre personnalité, notre histoire et être nous-mêmes. Ce qui n'empêche pas que nous C'est-à-dire, sommes... être vous-même sans la France, c'est une région enclavée, qui a souffert économiquement de cet enclavement. Écoutez, aujourd'hui, il y a les avions, il y a les bateaux, il y a les navires, il y a l'Internet, il y a tellement de moyens de communiquer avec l'extérieur. Non, nous ne serons pas enclavés du tout. D'ailleurs, au Moyen-Âge, nous n'étions pas enclavés davantage, puisque, je vous le disais tout à l'heure, la Bretagne assurait 80% du trafic portuaire des grands ports de la mer du Nord. Nous avions la deuxième flotte, avant que nous soyons envahis par la France, nous avions la deuxième flotte européenne derrière l'Angleterre et bien avant la France. Donc nous n'avons, du temps où nous étions indépendants, nous n'avons jamais été un pays enclavé. Nous avions des communications avec tous les pays d'Europe, l'Espagne, l'Écosse, l'Angleterre. Il y a des traces d'ailleurs très nombreuses. Et la cour de Nantes, qui était somptueuse, bien plus belle que la cour de Louis XI d'ailleurs, qui était contemporaine, recevait constamment des étrangers, des ambassadeurs, voire même des souverains. On séjournait dans cette cour brillante. Nous n'avons jamais été un pays enclavé. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que vos amis bretons ont l'esprit fermé? Est-ce qu'ils sont butés? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Je parlais en termes économiques. De la même façon, est-ce que c'est pas finalement, en sortant de la France, l'idée qu'on va devenir un land sous domination européenne, à moins qu'on veuille aussi sortir de l'Europe et s'isoler complètement? Oui. Alors, notre ambition, elle est simple. Ça ne vous fait pas sourire. Eh bien, c'est de devenir, si vous voulez, prenons une comparaison très simple, la Suisse. Une Suisse. Vous savez que la Suisse, dit-on... Mais la Suisse, elle est dans l'Europe. Elle a signé non, certains accords européens. Elle a sa monnaie et elle gère, vous le savez, dit-on, à peu de choses près, le tiers des actifs mondiaux. Nous avons cette ambition de revenir par l'informatique, par le système bancaire, par tous les talents que nous avons et qui ont été étouffés par la France. Nous avons l'intention de redevenir comme Hong Kong, qui sont de petits pays. Nous avons l'intention de redevenir une vraie puissance européenne et même mondiale. C'est notre ambition, monsieur. Un land européen, un de plus. Non, beaucoup mieux. Mais je pense que nous méritons beaucoup mieux. Ce qui est sûr, ça sera un land de gauche, politiquement de gauche. Vous êtes vous au MoDem, et puis la Bretagne, elle vote à gauche, et elle vote toujours à gauche, contre vents et marées. Donc ce sera oui, un mais land vous savez de gauche, que l'un ce des sera pas partis ce sera la indépendantistes, Suisse molle. oui, vous savez que l'un des partis indépendantistes se dit parti de gauche. Voilà, c'est l'UDB. Donc on peut être parfaitement de gauche et être tout à fait pour la récupération par la Bretagne, car c'est de cela qu'il s'agit, c'est de récupérer la souveraineté qu'on nous a volée. Et d'oublier les misères que la France nous a faites et qui ont été fort nombreuses. Mais est-ce qu'en fait, vous ne souhaitez pas plutôt des adaptations du système français, peut-être une fédéralisation, une place plus grande aux régions, encore que aujourd'hui la région Bretagne n'est pas remise en cause dans son intégrité, Comment? dans son identité. Vous savez que Bon, on ne persécute pas les Bretons. Oui, Monsieur Le Drian... Les bonnets rouges, mais oui, pas les Bretons. Non, Monsieur Le Drian a réussi cet exploit. Ça va lui coûter d'ailleurs sa réélection. Nous voulions tous, depuis des dizaines d'années, la réintégration, non pas la reconstitution administrative, comme le disent les gens qui ont peur, mais la réintégration des territoires qui nous ont été enlevés pendant la guerre 39-45, à savoir la réintégration de la Loire-Atlantique qui représente 30% de notre PIB. Et M. Le Drian a réussi à convaincre, la semaine dernière, le président de la République française que la Bretagne devait rester une Bretagne à 4 départements. En réalité, pour des motifs électoraux. Car si la Bretagne avait été reconstituée dans son territoire historique, qui date du IXe siècle, nous sommes l'une des plus vieilles principautés dans ses limites territoriales en Europe, peut-être la plus vieille. Monsieur Le Drian s'est dit, si nous restons dans la Bretagne à 4 départements que je connais bien, je serai réélu.
aux prochaines élections. Mais ce sont des manœuvres électorales, tout le monde est au courant, notamment par les 2 publications que j'ai faites la semaine dernière dans mes blogs et qui se répandent partout. Ces motivations sont plus que mesquines, c'est une traîtrise pour nous. Ah oui, alors, néanmoins, elle se posera des questions très triviales finalement sur votre Bretagne souveraine. Par exemple, où institue-t-on la capitale? C'est Nonette ou c'est Roazhon? Écoutez, c'est Nantes ou c'est Rennes? Nous aurons 2 capitales. Nous aurons la capitale du Sud, à savoir Nantes, qui est notre... Parce que les Parisiens, ils auront choisi de Baule, hein, la Baule, c'est eux leur capitale, mais au Pornic. Écoutez, c'est leur droit, non? Au Dinard. Mais ils ont le droit d'avoir une capitale. Mais vous? Oui, alors pour moi, ce sera évidemment la capitale principale politique, ça ne peut être que Nantes, puisque c'est là qu'a siégé notre gouvernement pendant plusieurs siècles. C'est une ville magnifique, mais il n'empêche que certains services administratifs pourront être décongestionnés à Rennes, qui se trouve à 80 km au nord. Et vous l'ignorez d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous êtes pardonné, de l'histoire de la Bretagne. Nos ducs étaient couronnés comme les rois de France, et le couronnement se faisait à Rennes, alors que le palais ducal était à Nantes. Voilà. Donc ce n'est pas un problème du tout. En tout cas, ça n'en est pas un pour moi, ni pour les Bretons. Est-ce que finalement, ce n'est pas un bel isolement, c'est une belle vue de l'esprit qui est toujours agréable d'être porteur d'un projet, mais que finalement personne ne partage parce que vous dites qu'il y a une volonté d'indépendance, mais elle ne se traduit ni dans les votes, elle ne se traduit pas dans les pétitions, elle ne se traduit pas dans des mouvements. Les bonnets rouges ne demandent pas la partition de la Bretagne, ils souhaitent le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne pour son renforcement. En fait, est-ce que ce n'est pas un bel isolement, une vue de l'esprit, une démarche intellectuelle sympathique? Oui. Non, je vais vous répondre par un argument majeur. Lorsque j'étais enfant, il y a beaucoup d'années de cela, nous avions eu le cerveau tellement lavé par l'enseignement français que nous ne savions même plus que nous étions bretons. La chose que j'ai vécue, et moi-même, je peux l'affirmer parce que j'ai vécu cela, nous étions des ploucs. Nous étions des ploucs et le seul exemple qui nous était donné, qui nous était offert, c'était l'exemple français. Eh bien, aujourd'hui, comme en Écosse, comme en Catalogne, il y a un réveil qui est fabuleux dans la jeunesse. On a fait des sondages et je puis vous dire qu'à l'heure actuelle, la jeunesse, à hauteur de 25% environ, ne se sent plus française et ne veut plus être considérée comme française. Elle se sent bretonne et le sentiment national est revenu en force. Il augmente chaque année. J'y travaille d'ailleurs avec d'autres. D'une façon très pacifique d'ailleurs, je dois le dire, mais aujourd'hui, le sentiment national, le sentiment d'appartenance, ce qui fait une nation, est extrêmement fort. Pas chez les anciens, parce qu'ils ont... Vous dites de manière pacifique, parce que ça n'a pas toujours été pacifique, cette revendication d'indépendance au château de Versailles, on se souvient. Oui, écoutez, quand on voit que le nationalisme français a tué des centaines de millions de personnes, et que la France s'est permis, je ne la critique pas, c'est l'histoire, elle a conquis 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 40 fois sa surface, et que nous, les indépendantistes bretons, ont tué, et là c'était trop, 2 ou 3 personnes tout au plus, et ont assassiné quelques croûtes au château de Versailles qu'on a restauré. Permettez-moi de rire, parce que la Bretagne... Prenez donc la peine de lire mon petit livre. Vous allez voir, c'est tout de même 40 ans de réflexion. Je lis tous les livres que j'ai invités, tous. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez lu en entier. Je l'ai lu en entier. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pose des questions qui se posent, les spectateurs se posent. Vous avez raison. Non, mais ce n'est pas insupportable de penser qu'on découvre qu'il y a des indépendantistes bretons qui existent encore. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs peuvent se poser des questions. Bien sûr. Hein, et se mais poser des ne questions sur le mode de Ville. fonctionnement. Je ne me fâche jamais. Je suis d'accord avec vos questions et j'essaie d'y répondre. Jamais. Voilà, peut-être d'une façon un peu vive, mais il est assez normal aussi que je fasse preuve d'une certaine vivacité. Voilà. En tout cas, la France a été un pays nationaliste, vous le savez, furieux. C'est ce qu'on a enseigné dans les écoles et dans mon enfance. J'ai aussi subi cet enseignement. Et le nationalisme breton est un nationalisme doux et pacifique. Si vous mettez bout à bout les dégâts qu'ils ont faits, c'est vrai qu'ils ont fait, c'est trop, et moi je suis contre l'agressivité, c'est vraiment peu de choses. À côté des dégâts que tous les colonialismes, et en particulier le colonialisme français, a fait au cours des siècles, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est un mauvais procès. C'est le nationalisme breton, quant aux dégâts qu'il a commis, à côté du nationalisme français, c'est zéro. Zéro pointé. Merci Louis Mélènec, merci. Et puis les Bretons se feront un jugement, les Français dans leur ensemble aussi. Et puis Satan retrouvera les siens et reconnaîtra les siens. Je voudrais ajouter un dernier mot. Je me considère un peu comme un étranger en France. Il y a 40 ans que je vis dans ce pays, je m'y plais beaucoup. Je tiens à souligner que j'ai beaucoup d'amis.
Je m'entends admirablement avec les Français et je vous dis ceci, si je me comporte mal à l'égard de mon pays d'accueil qui est la France, qu'on me prenne par la peau du dos et qu'on me jette dehors. Sachez que je considère en tant que Breton que j'ai 4 fois plus d'obligations à l'égard de la France qui m'accueille que mon propre pays. Je tiens à le dire. Je pense que mon message est clair. Votre message est clair. Merci Louis Mélènec. Merci.